Donc Jean-Claude Abidal, c'est un agriculteur à côté de Vic-Fezensac, dans le Gers. Il s'est installé en agriculteur, pardon, en 1986. À l'époque, seulement avec 22 hectares. Euh, mais il gérait déjà, il avait déjà un attachement pour l'agriculture biologique, entre guillemets, parce que c'était pas de la certification, mais il menait déjà la moitié de la surface en bio. En 96, il s'est installé complètement toute l'exploitation qui a du coup pris de la SAU jusqu'à 70 hectares aujourd'hui, tout en bio donc dès 96. Donc ça fait 20 ans aujourd'hui, cette année. Et tout est en sec, sans intrants. Et sur des types de sols variables, donc qui vont de l'âge des sols assez bons, argilo-limoneux profonds, à des boulbènes très superficielles. Donc on va voir une rotation de type, donc, parce qu'on va vite le voir avec Jean-Claude. C'est un système qui est très flexible et on s'adapte vraiment aux conditions pédoclimatiques qui évoluent chaque année. On est sur une base de prairies, c'est pour ça qu'on dit que ça va faire bien le lien, on en parlera, de 2-3 ans, qui sont à base essentiellement de légumineuses, trèfle en boulbène ou luzerne sur des sols plus argileux. J'ai du Saint-Fouin en essai aussi. Et du Saint-Fouin en essai, complètement oui. Et qui précède un colza, tout le temps accompagné d'un dérobé soit cameline, soit sarrasin. C'est vrai que c'était dans la première diapo. Il y a un atelier de transformation d'huile sur l'exploitation, c'est pas négligeable. Ensuite, il y a un soja sur des bonnes terres qui peut être remplacé par un maïs. Le soja peut être doublé parce qu'on sait aussi que, en fonction des prix du marché qui peuvent être bons, on peut doubler le soja si les conditions sont bonnes. Une céréale vient ensuite, du blé, de l'avoine ou du petit épeautre. Une févrole, ou alors il y a aussi Jean-Claude pratique aussi les couverts annuels, donc un mélange de févrole sarrasin que nous verrons assez intéressant, qui couvre toute l'année, implanté après la récolte. Le sarrasin va couvrir l'été, va geler ensuite et laissera la place à la févrole. Pour terminer ensuite, sur un tournesol, c'est assez classique comme pratique dans le Gers, on implante du coup la prairie, disons les légumineuses, Sous couvert, sous voilà. couvert du Couvert de tournesol. tournesol. Donc moi je voulais vraiment, quand j'ai rencontré Jean-Claude, ce qui m'a vraiment intéressé et interpellé entre guillemets, c'est qu'il a arrêté donc de faire de l'élevage depuis 2010, mais qu'il a maintenu des prairies. Donc, alors que c'est un céréalier. Donc c'est sur cette dynamique que je vais les laisser développer. Oui. Bon, mais la raison est simple. Moi, je voyais que les sols, la prairie, c'était une solution pour nettoyer et l'enrichir, en fait, enrichir le sol. Et ensuite, je démarrais avec une culture exigeante, c'est le colza. Et s'il n'a pas ce qu'il faut, il ne donne pas. Déjà que quand il a ce qu'il faut, il n'est pas forcément très vaillant. Alors, voilà. Donc l'idée c'était ça, c'était arriver à ce que le sol fonctionne tout seul pratiquement, puisque la prairie, surtout, bon, on voit que là c'est des légumineuses qui sont semées, mais bon, elles sont jamais toutes seules. Hein. Moi je m'inquiète pas pour les graminées, en général j'ai pas besoin de les semer. Je sais pas pourquoi, je sais pas chez vous, mais chez moi, elles arrivent toutes seules. Donc le mélange se fait et là ça travaille. Et au bout d'un moment, je trouve que la structure est bonne. Et là, ça me permet de placer mon colza. Alors, je fais pas ou très peu. Ça arrive que je récolte la prairie. C'est essentiellement, je veux nettoyer. Donc, je fauche uniquement. Je broie pas parce que ça demande de l'énergie. Et le truc, c'est que, pour bien me comprendre, il faut comprendre que c'est moi qui paye et puis que je vis d'agriculture. Donc, je fauche, je broie pas parce que ça me coûte plus cher. Je ramasse pas, enfin avant je le faisais, mais bon, j'en étais pour mes frais quoi. Et je peux éventuellement ramasser de la graine, parce que ça va m'intéresser, parce que si j'arrive à l'avoir c'est propre, je vais la réutiliser. Et sinon, je fais que du fauchage. Et ensuite, ça se mulch, le sol se met à vivre, je pense, et quand je trouve qu'il est suffisamment en bon état, je vais commencer à le travailler, mais en faisant attention de bien garder l'eau du printemps. Parce que
on est dans le Gers. Alors, en général, il ne pleut pas l'été, très peu. Donc si j'ai pas de l'eau en dessous, mon colza il va peut-être naître, mais il va avoir du mal à démarrer. Et ce que je veux, c'est qu'il démarre. Et l'assurance, enfin, j'ai d'autres façons de faire, j'ai essayé pas mal de choses, mais celle qui est, à mon avis, est plus facile, c'est de garder l'eau du printemps. Donc en juin, je vais commencer à travailler progressivement. Je vais passer couvert. Et puis, je ne vais pas laisser sécher du tout les mottes, je vais refaire fin de suite. Je vais attendre, il va y avoir des repousses, des nouvelles levées, tout ça. Je vais peut-être passer une deuxième fois, troisième fois, je ne sais pas. Ça dépendra de l'état du sol. Le dernier passage, c'est pas, enfin pas le dernier, mais à un moment donné, je vais carrément scalper, c'est-à-dire tout couper. Et en refaisant fin immédiatement derrière, je choisis souvent les orages, quand j'ai un petit orage qui me permet de passer, qui importe assez d'eau pour pas que je perde toujours l'eau. Et ensuite, j'attends, à ce stade-là, on va dire que j'attends la bonne période de semis, c'est-à-dire celle qui me paraît la plus judicieuse pour placer les graines. Voilà. Et normalement, là, après, je fais. Souvent, il y a des repousses parce qu'il y a eu un faux semis, du coup. Je coupe mon faux semis, je sème. Voilà. Et après, je bine. Et ça, c'est donc pour le colza. Hein. Ouais. Voilà. On peut aller voir sur tes particularités de matériel. Et ensuite, si vous avez des questions sur... Alors, oui. Si tu veux rajouter quelque chose. Donc, je sais que j'ai 15 minutes. Je ne peux pas vous parler de tout. On avait décidé de parler plutôt du colza. On reviendra. Donc ça, oui, c'est ton outil. Tu peux l'expliquer peut-être? Oui. Alors ça, c'est les outils qui sont des outils très classiques. Hein. Je veux dire... après le couvert, je veux dire, pour affiner, voilà. Alors, comme ils étaient dételés, vous l'avez pas dans le. Je passe devant le tracteur, je mets un rouleau gaufré qui fait que diminuer les mottes, la grosseur des mottes, et puis une herse plate très classique hein, pour boucher les trous et le cutipacker pour faire fin superficie. Histoire, ça c'est comme l'idée de biner pour limiter l'évaporation d'eau, quoi. Hein. Si vous voulez, c'est juste, je ne veux pas que ça s'évapore. Je veux garder l'eau. Donc je sais que si je ne travaille pas, elle va s'évaporer. Parce que j'ai pas des sols, on va dire, qui... Enfin, déjà, l'herbe pompe, hein, en été, de toute façon, c'est normal. Et puis, donc une fois que c'est coupé, je veux garder l'eau. Voilà. Et ça, c'est les outils qui vont venir pratiquement après chaque passage. C'est-à-dire après le couvert, après l'outil pour scalper, ou après, juste avant le semis, c'est encore ça. Ils vont sûrement passer 3 fois dans la parcelle pour du colza. Voilà. Ton semoir monté un peu. Alors il y a de l'ombre, on voit pas. Alors ça, c'est pas le semoir du colza. Hein. Non, c'est pas en rapport au colza. Mais c'est un montage particulier qui est intéressant, je trouve. Ouais. Donc alors, tu peux expliquer son utilisation et. Mais là, ouais. Et son intérêt. On voit là un détail d'un élément. Oui. Alors, mais là, on est sur les engrais verts. La mise en place des engrais verts et les céréales. Derrière un soja, souvent. Et là, c'est juste un cover crop. Voilà, on le voit ici. Hein. On le voit ici. Et ici, c'est la même machine. On a les tubes qui descendent. Et là, en fait, je fais tomber la graine par ce tube qui est courbé. Ça tombe juste derrière l'élément là où il creuse le sillon. Et c'est l'élément d'à côté qui recouvre. Bon, ça a l'avantage de faire des engrais verts en plein été, juste après les moissons. Derrière, je mets encore le cutipacker parce que je fais un tandem. Même s'il ne pleut pas, en général, ça naît. Donc je place mes engrais verts souvent comme ça, ainsi que mes semis de céréales, féveroles, enfin, ce que j'ai besoin de placer. L'autre dessous, c'est celui qui scalpe. Il sert aussi à semer quand je fais de la féverole. Cette année, je fais comme ça. Je ne faisais pas tous les ans comme ça. Et par contre, lui, il a l'inconvénient que le terrain doit être propre. Sinon, ça bourre.
Voilà. Alors que l'autre, il a l'avantage de passer dans la paille. J'ai une vieille moissonneuse, elle a bien un broyeur, mais pour faire joli, ça broie pas trop. Et je m'acharne pas à broyer. Je pense que les animaux du sol, ils sont là pour bosser aussi. Hein. Si on veut qu'ils vivent, il faut aussi qu'ils bossent. Et donc, c'est eux qui doivent faire le travail de destruction. Par contre, je vais m'atteler à prendre les sols suffisamment tôt pour qu'ils aient fait le travail quand je veux semer, que ce soit fini, quoi. Ouais, parce que j'ai fait aussi, avec ce semoir, j'ai fait des semis directs dans des fèves, je semais du soja. Bon, c'était pas concluant. Voilà. Moi, je veux bien que ce soit possible, mais j'ai pas réussi. Voilà. Donc, je peux parler de ce que j'ai raté aussi. Il y en a encore plus que ce que j'ai réussi. Mais voilà. Ça, c'est pas bon. Voilà. Après, il y a des cas où je le ferai, mais je pense qu'il faudra que j'ai une structure vraiment qui le permette. Et aujourd'hui, je suis pas assez bon quoi, pour arriver à faire ça. Ok. Ah oui, ça. Un petit mot sur ça. Alors ça, tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est, hein? Vous connaissez cet outil? Eh oui, ils savent tous que c'est une électrice, c'est incroyable. Ça n'a pas l'air comme ça. Non, effectivement. Alors c'est ce qu'on appelle un Rémi, ou voilà, enfin il y en a deux. Et je les ai accouplés, et j'ai réduit aussi l'écartement entre les soleils. Et ça me permet, alors là il est en position de fanage, c'est-à-dire qu'on peut endainer avec cet outil, mais aussi on peut faner. Donc il est en position de fanage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'andin à l'arrivée. Ça ne fait que retourner, et ça je l'utilise dans la même fonction de l'hercétrille. Mais comme je vous rappelle que j'ai pas bien broyé, j'ai plein de déchets. Si je veux utiliser une hercétrille classique, je bourre. Je fais pas un bon boulot, et ça me permet de passer. Alors c'est juste après les semis, ou bien classiquement comme l'hercétrille quand on veut désherber. Mais c'est rare que je l'utilise pour ça. Voilà. Ça, ok, donc ça c'était un point sur le matériel. Là on va revenir ça a sur... l'avantage de ne pas coûter cher. Oui, Ça voilà. se trouve partout ça, dans les... C'est récupéré comme ça. Ça c'est les sojas de cette année. Voilà. Là, alors... Colza, pardon, colza. Colza, oui. Les colzas de cette année qui ont été pris, les photos. Alors c'est Loïc qui a fait ça. Je suppose que là c'est en septembre. Hein. Ça c'est après le premier binage donc. C'est lui qui a biné donc. Il y a du fin septembre donc sur la photo à gauche. On est en début. La dernière c'est mercredi. Ça c'est ouais. Et on est en début novembre ou fin octobre sur la photo du milieu. Ouais, on peut voir le stade avec la vigne qui est sur le côté. Il y a encore des feuilles de côté, mais c'est quand même jaune. Et après là il n'y en a plus du tout. Voilà. C'est la même parcelle. Voilà. Donc, et voilà, ça c'est un soja, donc sur une terre... Colza. Oui, bien sûr, tu as dit, c'est un soja. Non, colza, merde. Et donc, voilà, ça finit pareil d'ailleurs. Oui. Hein alors, ils ont tous compris. Soyons sérieux un peu. Bon, quoi dire que moi, je l'ai pas tout comme ça, mais quand je l'ai comme ça, je suis assez confiant pour la récolte prochaine. Voilà. Et là, on voit d'ailleurs donc pour finir sur un essai où on voit pas trop la différence, mais tu peux quand même expliquer. Sur la partie gauche, il y a eu un itinéraire et sur la partie droite, un autre. Voilà. Alors ici, pour le sol, là, on est sur des boulbènes, comme tout à l'heure, hydromorphes. Hein. Il y a peu de fond, c'est hydromorphe, c'est à côté, c'était des terres à landes même là. Alors là, c'est de la vigne arrachée. L'autre aussi, hein. C'était la même année, sauf que d'un côté, j'ai implanté de la prairie, et là, j'ai fait une rotation de culture. Alors, là, ça a été arraché en 2 fois, obligation administrative. Alors, ici, de ce côté, j'ai fait une première année tournesol, après j'ai fait blé, et après j'ai fait fève-rolle.
Je vous montrerai pas l'autre côté parce qu'il n'y est plus. Alors l'autre côté, Qu'est-ce que tu m'as fait là? vous avez vu tous l'autre côté, c'est pas évident, mais de l'autre côté, c'était vigne arrachée pareil, sauf que c'était arraché un an après, voilà, ce côté-là. Et là, mais c'est quoi ce bordel? C'est un hélicoptère ou c'est un micro? Je sais pas. Tu peux pointer là, cette vue-là, t'as un laser. Ouais, laser. Où tu as dit? Là, là. Ça marche. Bon, alors, là, pile, on coupe. Cette partie, pour rappel, là, c'était vigne. Je mets un tournesol, une févrole, et ensuite, je passe au colza. Je ne me suis pas trompé. Et là, entre-temps, il y a eu juste un blé de plus. Bon, mais ça, aujourd'hui, ça s'appelle engrais vert pour moi. Hein. Ça va dégager. Je vais garder que cette partie. Parce que là, c'est vraiment trop sale. Et on ne le voit pas bien là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on ne le voit pas bien. Parce qu'il aurait dû prendre la photo ici. Parce que là, j'ai fait encore 3 essais. Quand j'ai vu que, en binant, la première fois, cette partie était nickel, j'ai dit ça va. Cette partie, au premier binage, j'étais déjà pourri de Reira. J'ai dit là, c'est pas possible, parce que le Reira, c'est un vrai ennemi au niveau du colza. Donc j'ai dit, bon, j'ai ressemé sur ce que j'avais biné. Mais plus tard, un peu trop tard. Donc après, il fallait que je fasse un choix. Et là, je ne savais plus quoi faire. Alors une partie, j'ai rien fait du tout. J'ai laissé toute l'herbe. L'autre partie, j'ai coupé les premiers nez. Et l'autre partie, j'ai coupé les deuxièmes nez. Et cette partie-là, j'ai coupé les deuxièmes nez. Et elle va beaucoup mieux, quand même. C'était... enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ici, j'ai coupé ce qui était au milieu, qui était né la seconde fois. J'ai gardé les premiers nés. Et là, bon, je pense qu'on pourrait peut-être tenter de le garder. Après, là où il y avait l'herbe de l'autre côté, on peut le garder, hein, on fait 2 quintaux. Voilà. On peut le garder. C'est le choix quand on en a vraiment besoin. Oui. Le garder, oui. On n'a pas envie de ressemer ou quoi. Ça arrive. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas jouable. Et donc, il faut, à mon avis, il faut quand même être assez strict sur comment on place les assolements. Et voilà. Qui a la première question? Une question? On t'entend pas. Gueule. Parle plus fort. Je suis sourd en plus. Il y avait tous des défauts, quoi. Vous avez dit que c'était les locaux du Gers. C'est-à-dire qu'à côté de l'Espagne, les locaux sont... À droite, le potentiel estimé, c'est de combien? Dans la partie colza propre. Alors moi, je suis content quand je fais 10. Alors évidemment, que je me compare, c'est ridicule. Mais en fait, je fais de l'huile. Donc 10, pour moi, ça va. Après, honnêtement, cette année, j'ai dû faire 12. Donc je suis très content. Je parle de moyenne. Mais quand on prend une parcelle qui tourne vraiment, vraiment bien, on peut arriver à 20. C'est-à-dire, mais isolé, quoi. Après, il y a des moyennes à faire. C'est-à-dire que si je prends sur ma parcelle qui avait la prairie au départ, là, ça vous le fait pas, vous? Si je parle la parcelle qui était au départ, là, je pense que si toutes les conditions vont bien, je peux arriver à 20. Si j'ai déjà réussi. Mais après, les autres, là, sur Févrole, ça serait étonnant. Sans intrants, oui, sans intrants, évidemment. Il y a tout, en plus, et le colza, il y a tout qui le bouffe. Et c'est super, parce que enfin, ça me prouve que c'est appétant, mais tout, les canards, enfin, il ne faut pas les mettre, les canards, mais les limaces, ça fait tous les insectes. Et donc, je prends que ce qui reste. Hein. Et pour que ça marche, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est ça le truc. C'est que si au départ il est joli, il y en aura pour tout le monde. Et si à un moment donné, il y a un petit truc qui fait que ça ne va pas, il va me manquer. Et c'est moi dernier servi, le problème. C'est ça. Une autre question, et après on passe
Oui, est-ce que tu mets des couverts intermédiaires après puisque je vois que tu fais soja 2 fois des fois. Alors est-ce que tu... Alors là, il faut ça. Ouais, partout. Enfin, dès que je peux. Dès que je peux. Alors, là, l'année du colza, je fais 2 récoltes en plus. On passe de rien à l'intensif, quoi. Bon, d'accord. Mais bon, c'est parce que ça le permet. Souvent, le terrain, après, au printemps, il se libère très tôt, le colza. Ça me permet de passer une deuxième culture et qu'elle arrive, je la récolte. Donc, c'est pas vraiment un engrais vert, là, puisque je le récolte. Mais comme cette année, il y a une parcelle où je peux dire que c'est un engrais vert, parce que je ne vais pas récolter. Donc, voilà. Après, ça dépend. Si je trouve que c'est pas assez joli de passer la moissonneuse, je passe pas. Hein. Mais en général, je passe. Et après, les sojas, oui, toujours. Enfin, non, on va dire. Ça dépend si je envisage de faire un soja ou après, ou si. Mais là, je vais plutôt éviter. Et par contre, après les sojas, je vais placer la céréale. Donc, c'est de suite après. Donc, c'est pas encore. Mais c'est après la céréale que je vais automatiquement arriver avec de l'engrais vert. Parce que là, je vais souvent revenir sur le printemps de l'autre côté. Et là, oui, là, je vais les placer. Et je vais les placer au premier déchômage. C'est-à-dire que je déchaume, je sème en gros. Hein. Ouais. Et là, sarrasin, mélange. Cette année, par exemple, je fais un mélange sarrasin, févrole. Cette année. L'an passé, j'avais mis autre chose, mais l'an passé, à cette époque-ci, les féroles étaient hautes. Aujourd'hui, elles ne sont pas très hautes. Et est-ce que derrière, tu as un couvert, puisque je vois que tu fais févrole au couvert, et derrière, il y a un tournesol, si j'ai bien compris, à la fin? Alors, le tournesol, oui, je le garde souvent à la fin et je vais réimplanter l'après. Je vais l'utiliser. Alors, pourquoi je l'utilise lui aussi? Parce que c'est les limaces pour implanter des couverts qui me posent souvent le problème. Donc, c'était ça ma question. Est-ce que tu fais un couvert avant ton tournesol? Est-ce que tu as un problème, toi, par rapport aux limaces? Ah oui, bien sûr. Non, mais voilà. Non, j'essaie de ne pas en avoir, mais le truc, c'est ça. C'est comment on fait. Alors, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de les faire crever. Donc, je fais de la terre suffisamment fine et j'essaie de semer quand il va faire beau. C'est-à-dire que si j'ai pas la terre fine et qu'elle est encore monteuse, il vaut mieux oublier. Donc, il faut que je m'y prenne assez à l'avance pour qu'elle soit fine. Quand elle est fine, il suffit de retravailler. Même si après un orage, elles ont une piste, elles ont le limaçodrome. Et là, il faut leur couper la route. Et si on leur fait... ils rigolent, c'est pas des conneries. Je ne connaissais pas le limaçodrome, je vais garder. Ça n'existe pas. J'en ai encore inventé eux, merde. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que si à chaque fois tu leur fais la poussière fine, qui s'assèche donc très vite, hein, eh ben, il faut qu'elles bavent quoi, pour avancer. Elles n'avancent plus au bout d'un moment. Hein. Elles n'en peuvent plus. Quoi. Mais bon, chacun se défend comme il peut. Voilà. Et après, je vais biner quand même une fois mon tournesol parce que sinon, ça lui fait trop mal de lui mettre de la... Enfin, ou alors, il ne faut pas vouloir le récolter. Mais moi, je fais aussi de l'huile de tournesol. Alors, je veux tout en plus. Et alors, donc, je vais biner une première fois le tournesol. Et ensuite, je vais placer mes prairies. Donc les prairies, c'est bien que des légumineuses. Et Hélas. Les graminées, tu les as déjà dans la parcelle. Entre guillemets, c'est ça. Alors, et en général, elles sont assez gentilles. Elles apparaissent qu'à l'automne après. Elles me laissent gagner un peu la légumineuse. Puis alors après, elles doivent sentir qu'il y a un peu d'azote ou quoi, je ne sais pas comment, elles se débrouillent, elles arrivent. Je vais juste rajouter, dans tes règles de base, tu devrais rajouter la patience. Oh, ça, c'est pas toujours le cas. Hein. Non, mais si, la patience par rapport à tes semis, parce que j'ai entendu dire que tu prenais quand même la terre quand il fallait et que tu étais prêt à... Alors ça, pour moi, c'est une règle de ne pas sécher, si tu veux. Donc prendre la terre quand il faut, c'est-à-dire quand il y a le bon degré d'humidité. Bon, je comprends que ça ne vous intéresse pas. Non mais, circulez, il n'y a rien à voir. Non mais vous baissez pas, de toute façon. C'est pas la peine. Non mais t'as fait pas mal au dos.
bien. Ah non, il passe C'est bien, pas. tu lui. réveilles tout le monde, c'est parfait. Non, mais moi aussi, après la digestion, j'ai du mal. Et alors, qu'est-ce que je disais là? Ah oui, eh oui. Oui, l'idéal pour pas dépenser trop d'énergie, c'est de le prendre au bon degré d'humidité. Donc ça, c'est en gros 2 fois par an, c'est-à-dire après les premières pluies d'automne et avant la sécheresse de printemps. Donc je vais travailler le sol que sur ces 2 morceaux de temps. Sinon, je pense que c'est pas valable, ou on peut avoir des années exceptionnelles, mais c'est assez rare. Par contre, après, une fois que j'ai soulevé, je considère que, évidemment, j'ai de la terre dessus, c'est pas couvert, mais je vais essayer de couvrir quand même le plus rapidement possible. Mais je peux aussi attendre dans la durée, c'est-à-dire que si je vois que ça va pas, eh bien, j'attends que... Et là, mais sans perdre d'eau, parce que j'irrigue pas derrière. Hein. Alors, ceux qui ont l'irrigation, qui ont un raisonnement complètement différent, je comprends. J'irriguerai, je ne raisonnerai pas pareil. Mais sans irrigation, c'est perdre sa récolte, hein, c'est clair. Labourer, enfin les argiles, je les fais maintenant, hein, je les ai faites, mais c'est pareil, j'ai essayé de labourer les argiles au printemps. Ça se sèche trop après. Ou alors c'est très coûteux. On peut y arriver, oui. Mais on passe avec des outils qui demandent beaucoup d'énergie. Là, moi, on les voit plus, mais les outils que j'ai, histoire énergie, C'est limité, ouais. ouais, c'est un quart d'heure à l'hectare. Toute dernière On prend une question. dernière question. C'est très intéressant parce que l'aspect prairie, c'est sûr que c'est un moyen de régénération du sol. Dans les observations sur le terrain, c'est important. Et la question, c'est comment psychologiquement vous arrivez à ce qu'une prairie, vous puissiez la faucher et que pendant 1 an, vous acceptez de ne pas produire dessus. Alors, moi, je suis convaincue que derrière, ça produit plus. Mais sur le terrain, c'est vrai que c'est pas... C'est... Je vais vous expliquer. Voilà. C'est psychologiquement comment vous faites pour... Je vais vous expliquer. Avant, j'avais des prairies. En 2 minutes, hein, en 2 minutes. Pardon, j'ai fini. Non, Non, avant j'avais des prairies, si tu veux. Et dessus, j'avais des vaches. Alors, je croyais que je travaillais bien, mais sauf que j'ai fait fortune quelque part. Parce que, bon, mes vaches, j'arrivais plus à les vendre, enfin voilà. Et donc, je travaillais beaucoup. Mais, résultat, je gagnais rien. Alors, aujourd'hui, j'ai toujours des prairies, je gagne rien dessus. Tu vois la différence? Merci. Moi, oui. Belle conclusion, belle conclusion. Merci Jean-Claude. Ok.